Elle fendait le couloir, un sourire aux lèvres, loin d'imaginer ce qui l'attendait. Tout était prêt pour le mariage de l'année, jusqu'à ce qu'il s'empare du micro, les mains tremblantes, et qu'il dise « J'ai tout perdu ». La salle se figea. Les sourires se glacèrent. L'homme le plus admiré de l'Assemblée venait de se dépouiller de son image parfaite. Et là, devant l'autel et le pays tout entier, Mathieu fit son dernier choix. Mais ce que personne n'attendait, c'était ce qu'Hélène ferait après avoir entendu la vérité. Le manoir d'Orléans semblait être un rêve sculpté dans l'or. Des lustres en cristal pendaient comme des constellations au-dessus des tables impeccables, où politiciens, chefs d'entreprise et influenceurs se toisaient du regard. Le mariage de Mathieu Moreau, le génie de l'éducation numérique, avec Hélène Lambert, la styliste chérie des médias, était l'événement de l'année. Tout paraissait orchestré à la perfection. Mais à l'intérieur, Mathieu tremblait. Il voyait Hélène au bout de l'allée, vêtue de lumière, marchant avec la légèreté de celle qui croit en l'amour. Mais lui ne croyait plus en lui-même. Au cours des dernières semaines, sa start-up s'était effondrée comme un château de cartes. Dettes, licenciements, saisies judiciaires. Et personne ici n'en savait rien. Quand elle arriva à l'hôtel, le célébrant fit un geste pour commencer. Mathieu leva la main. Il prit le micro. Avant de continuer, j'ai quelque chose à vous dire. La salle se glaça. Les violons s'arrêtèrent. Et puis il dit, d'une voix à la fois ferme et tremblante, « J'ai tout perdu. » Mathieu Moreau n'était pas né riche. Bien au contraire. Il avait grandi dans un 2 pièces de la banlieue de Lyon, où le son de la télévision rivalisait avec le bruit du voisin qui plantait des clous dans le mur. Sa mère, professeure dans le public. Son père, absent depuis l'âge de 6 ans. Mathieu apprit tôt à compter ses pièces et à taire ses sentiments. Mais il avait quelque chose de rare, une faim de transformer le monde. À 19 ans, il vendait des cours en ligne qu'il créait lui-même. À 25, il fonda Edumind, une start-up de technologie éducative qui promettait de révolutionner l'enseignement dans le pays. En 3 ans, il fit la couverture des magazines, donna un TEDx, acheta un appartement en attique et pendant un temps, il se crut intouchable. Mathieu semblait fait de lumière. Charismatique, créatif, infatigable, mais derrière cette assurance, il y avait une peur qui le hantait, redevenir invisible, retourner au silence du néant. C'est sur cette scène des apparences qu'Hélène était apparue. Ils s'étaient rencontrés lors d'une table ronde sur l'innovation et l'art. Tandis que d'autres louaient son CV, elle lui demanda « Êtes-vous heureux en faisant tout ça ?» Il resta silencieux et sut à cet instant qu'elle était différente. Hélène n'était pas impressionnée par le statut. Elle cousait ses propres robes, vivait dans un loft en location et possédait un calme qui le désarmait. Très vite, les dîners se transformèrent en voyages, les voyages en projets, et la demande en mariage arriva par un après-midi de pluie, dans une voiture, sans bague, seulement avec la vérité. Elle dit oui, avec un sourire. Pas pour l'argent, pour l'homme. Mais l'homme derrière l'empire était en train de couler. Edumin commença à s'effriter suite à une dénonciation pour irrégularité dans des marchés publics. Un scandale qu'il jurait être injuste, mais qui fit fuir les sponsors, annula les contrats et gela les comptes. Au lieu de le dire, Mathieu tenta de réparer les choses. Il prêta son nom à d'autres entreprises, vendit des actions en cachette et continua de sourire. Plus le mariage approchait, plus le mensonge grandissait. Il l'aimait, mais il sentait qu'il entraînait Hélène dans un abîme. La veille de la cérémonie, Mathieu ne dormit pas. Assis sur le balcon de l'hôtel, face à la ville qu'il avait un jour applaudie, il sentit la vérité peser sur sa poitrine comme du béton. C'est là qu'il prit sa décision. Soit il l'épousait en étant lui-même, soit il ne méritait pas de l'épouser. Mathieu n'avait jamais désiré de manoir, de yacht ou de couverture de magazine. Il le disait, mais personne ne le croyait. Et peut-être, pendant un temps, lui non plus. Durant les années d'ascension, quand les chiffres grimpaient à une vitesse vertigineuse, il était facile de confondre le succès avec la raison d'être. Mais le véritable désir de Mathieu était autre. C'était de construire un foyer où il n'aurait jamais à faire semblant.
où il pourrait laisser ses chaussures à l'entrée sans craindre le jugement, rire fort sans penser à l'écho et s'allonger à côté de quelqu'un qui connaissait ses échecs et malgré tout restait. Il voulait, plus que tout, briser le cycle de silence qui avait marqué son enfance. Son père, alcoolique et absent, ne lui avait jamais dit « je t'aime ». Sa mère, bien qu'aimante, disait toujours que on n'avait pas le temps de rêver. À la maison, la vulnérabilité était un luxe. Manifester la moindre faiblesse était un danger. Alors Mathieu apprit à gagner, parce qu'il pensait qu'en gagnant, il serait vu. Et en étant vu, il serait aimé. Quand il rencontra Hélène, ce désir silencieux prit forme. Elle ne semblait pas se soucier de ce qu'il pouvait offrir. Lors de leur premier rendez-vous, elle partagea un plat simple avec lui et commanda un dessert avec le naturel de quelqu'un qui n'essaie pas d'impressionner. Mathieu, habitué aux femmes qui cherchaient son nom sur Google avant le café, ressentit quelque chose d'étrange. Il était détendu. Et ça, pour quelqu'un comme lui, c'était nouveau. Avec le temps, leur amour se modela sur le quotidien, pas sur les flashs des photographes. C'était Hélène assise au comptoir de la cuisine, dessinant des robes pendant qu'il révisait des contrats. C'était le silence confortable dans la voiture après une journée difficile. C'était le soin, la légèreté et le sentiment qu'avec elle, il n'avait pas besoin de jouer un rôle. C'est pourquoi le mariage n'était pas seulement un événement. C'était, pour Mathieu, la chance de clore un cycle. Épouser Hélène signifiait fonder une nouvelle histoire, créer un foyer où ses enfants n'auraient pas besoin de cacher leurs larmes, où le poids de la perfection n'existerait pas, où aimer et être aimé ne dépendraient pas du statut, mais de la vérité. Mais il y avait un problème. Il n'était pas sincère. Dans les mois qui précédèrent la cérémonie, pendant qu'elle choisissait les fleurs et la musique, il choisissait les contrats à vendre en urgence. Hélène parlait de lune de miel, et il répondait par des sourires automatiques, tout en essayant de renégocier des dettes avec des avocats, qui le traitaient autrefois comme une star. À chaque mensonge, le rêve véritable s'éloignait. Le désir de Mathieu était clair. Il voulait être digne de cet amour. Il voulait arriver à l'autel pur, entier, même s'il était ruiné. Mais il avait peur de la perdre. Peur d'être rejeté non pour une erreur professionnelle, mais pour avoir montré qu'il était bien trop humain. Dans les dernières semaines, il commença à répéter sa confession, devant le miroir, sous la douche, dans l'obscurité de sa voiture. Il s'arrêtait toujours au milieu. Ce n'est pas le bon moment, se disait-il. Après la cérémonie, après la lune de miel, encore un peu de temps. Mais plus il reportait, plus il avait honte. Il était en train de souiller ce qu'il chérissait le plus, sa confiance. Et puis vint la nuit, précédant le mariage. Mathieu regarda par la fenêtre de l'hôtel, observant les lumières de la ville clignoter comme des rappels de tout ce qu'il avait construit, et était sur le point de perdre. Hélène dormait dans la chambre voisine, souriant probablement dans ses rêves au jour qui venait, et lui, il pleurait en silence. C'est là que quelque chose bascula. Mathieu réalisa que s'il continuait à faire semblant, il ne protégerait pas Hélène. Il trahirait ce qu'ils avaient bâti. Leur amour était né de l'honnêteté et ne pouvait peut-être survivre que par elle. Il ne s'agissait pas de sauver le mariage. Il s'agissait de s'autoriser à être qui il était, un homme essayant de bien faire, même après avoir mal fait. Son désir, finalement, n'était pas qu'Hélène l'aime pour ce qu'il semblait être, mais pour ce qu'il était, même quand tout s'effondrerait. Et tout s'était déjà effondré. La chute ne fut pas une explosion, ce fut une série de craquements silencieux. Elle commença par la résiliation d'un contrat de plusieurs millions avec une collectivité territoriale. Puis, un audit inattendu du système d'Eduminde révéla des incohérences dans les données d'accès. Mathieu savait qu'il n'y avait pas de fraude, mais le mal était déjà fait. Il suffit d'un article à sensation, de 3 actionnaires effrayés et d'une rumeur mal expliquée pour que tout s'écroule. Il tenta encore de limiter les dégâts. Il appelait d'anciens partenaires, vendait des participations, anticipait des bénéfices. Mais les emails revenaient avec des réponses laconiques, ou pire, sans aucune réponse. Malgré tout, il maintenait les apparences. Il participait à des événements, souriait pour les photos,
publiait des messages optimistes. Hélène, intuitive comme elle l'était, remarquait quelque chose d'étrange. Parfois, elle demandait « Tout va vraiment bien ?» et il répondait par un baiser, une étreinte, juste un peu de stress. Mais le stress était un euphémisme pour le désespoir. La semaine précédant le mariage, l'entreprise qui devait assurer le reportage photo exigea un paiement anticipé. Le décorateur menaça d'annuler. Mathieu puisa dans ce qui restait d'un fonds personnel. Et il vendit sa voiture, sans le dire à Hélène. Quand elle lui demanda où était le véhicule, il répondit « Au garage ». Un petit mensonge, mais symptomatique. Il ne voulait pas impliquer Hélène dans le chaos. Il voulait la protéger. Mais en pratique, il l'excluait. Et sans le savoir, l'éloignait. L'étau se resserrait. La presse commençait à se demander pourquoi Eduminde avait disparu des réseaux sociaux. Certains amis proches s'évanouirent. L'un d'eux, qui devait être son témoin, envoya un SMS protocolaire pour annuler sa présence. Un imprévu dans mon agenda. Mathieu savait que c'était la peur d'être associé à son nom. Par un après-midi étouffant, Mathieu reçut l'appel le plus dur. Son avocat, d'une voix sèche, dit « Le parquet a ouvert une enquête officielle. La presse devrait l'apprendre d'ici la fin de la semaine. » Il raccrocha et vomit dans les toilettes de son propre bureau. C'était officiel. Il coulait. Et il coulait seul. Le soir, il se rendit à l'atelier d'Hélène. Elle ajustait la robe de mariée d'une cliente. Mathieu resta debout sur le seuil pendant de longues secondes, observant la délicatesse avec laquelle elle tenait la dentelle. Elle leva les yeux vers lui, sourit et dit « Tu as été si silencieux, tout va bien, mon amour. » Il voulut tout lui dire, absolument tout. Il voulut s'agenouiller là et dire « J'ai menti, je suis ruiné, pardonne-moi. » Mais il se contenta de sourire et de répondre « C'est juste le poids des responsabilités. » Elle le crut, parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle lui faisait confiance. Et cela faisait plus mal que n'importe quel titre de journal. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il prit son ordinateur portable et lut chaque clause de chaque contrat. Il cherchait une issue, une faille, mais tout ce qu'il trouva fut l'écho de sa propre arrogance. Mathieu avait tout construit sans associé majoritaire. Il avait toujours voulu le contrôle absolu. Maintenant, il contrôlait la chute, seul. C'était ironique. Le lendemain, les parents d'Hélène l'invitèrent à déjeuner. Robert, le père, avait déjà clairement indiqué qu'il ne l'approuvait pas. Il considérait Mathieu comme instable, guidé par l'émotion. Pendant le déjeuner, il commenta d'un ton voilé « Un succès trop rapide et souvent fragile. J'espère que ma fille ne se fait pas d'illusions. » Mathieu se contenta de sourire, extérieurement. Intérieurement, il sentait qu'il était en train de tromper tout le monde, y compris sa propre fiancée. Sur le chemin du retour, Hélène commenta « Mon père est difficile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. C'est toi que j'ai choisi. » Cette phrase brisa Mathieu en deux. Elle croyait en lui, la seule qui croyait encore. Lors de la dernière répétition de la cérémonie, Mathieu sentit son costume le serrer. Pas à cause de la coupe, mais à cause du mensonge. C'était comme si le vêtement ne lui allait plus, comme s'il avait grandi au-delà de cette illusion. Ses yeux croisèrent ceux d'Hélène, souriante, légère, sûre d'elle. Et lui, à l'intérieur, il hurlait. En coulisses, une employée de l'organisation commenta à voix basse « Ce couple est parfait, on dirait un film. » Et Mathieu pensa « Et si c'était la fin du film? Et si le troisième acte était la ruine ?» À chaque heure, la vérité devenait plus insupportable. Il savait que s'il s'avançait vers cet hôtel sans rien dire, il n'aurait peut-être plus jamais le courage de le faire. Le mensonge deviendrait la base de leur mariage. Et une base comme celle-là, pourrie. À la fin de cet après-midi, Mathieu écrivit une lettre, sans destinataire, juste pour lui-même. Elle disait « Si demain j'ai le courage, ce ne sera pas pour sauver mon image. Ce sera pour sauver ce qui nous rendait réels. » Il ne savait pas encore comment il s'y prendrait, mais il le savait déjà. Soit il dirait la vérité, soit il perdrait ce qu'il aimait le plus, même si elle ne partait pas. La salle était impeccable, comme si elle avait été montée à l'intérieur d'un rêve. Une lumière ambrée s'écoulait des lustres,
Un quatuor à cordes accordait ses derniers accords et des rangées de chaises étaient alignées comme les soldats d'un spectacle. Au fond, Hélène, vêtue de soie blanche avec des fleurs cousues à la main, sourit à l'organisatrice. Elle semblait légère, heureuse. Elle ne savait pas que le spectacle était sur le point de virer à la tragédie. Mathieu se tenait à côté du célébrant, tendu, les mains froides, la mâchoire crispée. Il observait chaque mouvement comme quelqu'un qui regarde le temps s'épuiser. Il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce serait le dernier mensonge, ou le premier pas hors de son armure. Les musiciens commencèrent à jouer. L'assistance s'installa sur les chaises. Les influenceurs levèrent leur téléphone. C'était le moment. Quand Hélène apparut à l'entrée de la salle, tout le monde se leva. Elle semblait flotter, ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu, et elle sourit avec la certitude de celle qui croit en ce qu'elle construit. Sa confiance lui transperça la poitrine comme un éclat de verre. Mathieu fit 2 pas en avant, inspira profondément et leva la main. Le célébrant s'arrêta. Les musiciens se turent. Les téléphones vacillèrent dans des mains confuses. Mathieu prit le micro. « Avant que nous continuions, je dois dire quelque chose. » Quelques personnes rirent, pensant qu'il s'agissait d'une autre surprise romantique. Mais il suffit du ton de sa voix et du silence soudain dans sa respiration pour que l'atmosphère change. Mathieu regarda Hélène. Ses yeux étaient fixés sur lui. Elle ne comprenait pas encore, mais quelque chose sur son visage commençait à se durcir. « J'ai tout perdu. » Les mots tombèrent comme des pierres, secs, directs. Tout, l'entreprise, les contrats, les comptes. Je vous l'ai caché à tous. Je le lui ai caché. Parce que j'ai eu peur. La salle se figea. Les invités se regardèrent. Quelqu'un toussa. Un homme baissa discrètement son téléphone. Une autre femme laissa échapper un « Mon Dieu !» Mathieu inspira profondément, mais sa voix commença à faiblir. Je pensais que je pourrais arranger les choses à temps. Je pensais pouvoir maintenir l'image jusqu'à ce que ça passe. Mais je n'ai pas pu, et aujourd'hui, je n'ai plus rien à offrir, ni à elle, ni à personne ici. Silence. Hélène ne bougeait toujours pas. Le bouquet pesait dans ses mains. Sa poitrine se soulevait lentement, comme si elle cherchait de l'air dans une mer dense. Mais ses yeux était voilé. Le premier à se lever fut son père, Robert Lambert, costume gris clair, visage rigide. Il marcha lentement jusqu'au centre de l'allée. La salle l'observait dans une attente muette. « C'est un outrage, dit-il. Sa voix trancha l'air comme une lame. Vous amenez ma fille jusqu'ici, devant la presse, notre famille, nos amis, et vous en faites un élément de votre spectacle d'échecs ?» Hélène tenta de parler, mais son père leva la main. « Tu n'es pas un homme, tu es un imposteur. » Mathieu resta immobile. Il ne réagit pas. Chaque mot était un coup, et il n'avait pas l'intention de riposter. Robert se tourna vers sa fille. « Allons-nous-en, Hélène. Il est encore temps. » Elle resta figée. Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur Mathieu, mais remplis de quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. De la colère, de la tristesse, de l'amour, tout à la fois. Isabelle, sa mère, s'approcha d'elle, lui murmurant quelque chose que personne n'entendit. Le public se partageait entre indignation et gêne. Certains commencèrent à se lever. L'organisateur de mariage éteignit discrètement les lumières latérales. Les musiciens avaient déjà quitté la salle. Mathieu baissa les yeux. « Je suis désolé, » dit-il, sans micro maintenant. « Juste pour elle. J'aurais dû te le dire avant. Je voulais être quelqu'un de meilleur pour toi, mais j'ai été un lâche, et maintenant, je t'ai peut-être perdu. » Hélène ne répondit toujours pas. L'humiliation ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait dit, mais dans la façon dont le monde réagissait à la vérité. Regards de jugement, sourires en coin, téléphone qui recommençait à filmer. Robert s'approcha d'elle une fois de plus. « Viens. Ne te laisse pas entraîner avec lui. » Hélène finalement bougea. Elle fit un pas en avant. Le public se tut. Elle regarda son père. « Si je pars, ce sera parce que je le veux, pas parce que tu me l'ordonnes. » Robert fronça les sourcils, mais se tut. Elle se tourna de nouveau vers Mathieu, s'approcha lentement, les caméras braquées, le monde entier attendant un scandale, une fuite, une gifle.
Elle tendit la main, lui toucha le visage, et dit « Merci d'avoir dit la vérité ». Elle se tourna vers les invités, maintenant agités. « Vous êtes venus pour un spectacle, mais ceci, c'est juste la vie réelle. Et la vie n'est pas toujours belle. » Elle rendit le bouquet à l'organisatrice. « J'ai besoin de temps, mais je n'ai pas besoin d'un public. » Et elle sortit, seule. La salle, peu à peu, se vida. Le mariage n'eut pas lieu. Mais personne de ceux qui étaient là n'oublia jamais ce qui se passa sur cet autel. Le couloir de l'hôtel semblait plus long cette nuit-là. Hélène marchait lentement, ses pas résonnant contre les murs silencieux, sa robe traînant encore sur la moquette, comme un rappel de tout ce qui ne s'était pas produit. Quand elle arriva à la suite nuptiale, elle ferma la porte calmement. Elle ne la verrouilla pas, elle la poussa simplement. Elle resta debout au centre de la pièce, comme si elle ne savait que faire de son propre corps. Les fleurs, à côté du lit, exhalaient encore leur parfum. Les coupes de champagne restaient intactes. Une playlist romantique jouait doucement en fond sonore, ridicule maintenant, comme si elle se moquait de la réalité. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle enleva simplement le voile, puis les boucles d'oreilles, et laissa ses chaussures dans un coin. À chaque pièce enlevée, il semblait qu'elle arrachait aussi une couche de l'image qu'on avait attendue d'elle. La mariée parfaite, souriante, obéissante, celle qui ne causait pas de problème. Elle s'assit dans le fauteuil, recroquevillée, fixant son reflet dans le miroir. Le maquillage toujours intact, son regard, non. Il y avait quelque chose de brisé là. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la confusion. C'était le sentiment d'avoir été prise entre deux mondes qui n'avaient jamais communiqué, celui de l'attente et celui de la vérité. Elle pensait à Mathieu. Elle pensait à leur conversation dans la cuisine au milieu de la nuit, quand il l'écoutait parler de ses insécurités concernant son corps, de sa peur de n'être pas assez styliste pour l'industrie. Elle pensait à la façon dont il était attentif, à la façon dont il la touchait sans se presser. Il était tout, sauf faux, et, en même temps, il avait menti. Hélène s'était toujours targuée de son intuition. Elle pensait qu'elle aurait remarqué si quelque chose n'allait pas, mais elle ne l'avait pas remarqué, ou n'avait pas voulu le remarquer. Peut-être avait-elle ignoré ses silences ces dernières semaines, ou le regard fatigué qui apparaissait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Peut-être qu'elle aussi avait trop voulu que tout se passe bien. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de ses parents, de son attaché de presse, d'amis voulant savoir ce qui s'était réellement passé. Elle éteignit l'appareil. Elle avait besoin d'air. Elle quitta la suite, marcha dans les couloirs vides de l'hôtel jusqu'à la terrasse. De là, on voyait la mer, noire et sans horizon. C'était étrange comme, même face à l'océan, elle se sentait confinée. Là, seule, Hélène pleura enfin. Mais ce ne fut pas un cri de colère, ni de pitié. Ce fut le cri de quelqu'un à qui on avait arraché un rêve par les racines, mais qui ne savait pas encore s'il fallait en planter un autre ou simplement laisser la terre se reposer. Elle se souvint de la dernière fois que quelqu'un avait été aussi sincère avec elle. C'était sa grand-mère, sur son lit de mort, qui lui disait « La vie te demandera du courage dans les moments où tout en toi voudra fuir. Et parfois, le courage seul ne suffit pas. Tu devras pardonner pour continuer à avancer. » Cette nuit-là, Hélène ne prit aucune décision. Elle se contenta d'exister. Pendant ce temps, dans un autre coin de l'hôtel, Mathieu était dans la salle de bal vide. Les lumières avaient déjà été éteintes. Les fleurs en désordre. Il était assis sur une chaise, seul, sa veste ouverte, sa cravate jetée sur la table. Il n'avait pas pleuré. Pas encore. Mais il sentait un trou dans sa poitrine, comme si quelque chose avait été arraché avec la force d'un tremblement de terre. Les mots du père d'Hélène résonnaient. Les réactions, les regards. Mais rien ne faisait plus mal que son silence. Son silence était pire que n'importe quel cri. Il se demandait s'il avait bien fait, s'il n'aurait pas été préférable de laisser le mariage se dérouler et de le lui dire plus tard, s'il avait été égoïste de tout gâcher là, sur l'autel, avec tant de gens qui regardaient. Peut-être l'avait-il été, mais aussi
Peut-être que c'était le seul moment où il avait vraiment été lui-même. Il se souvenait de son expression en entendant la vérité. D'abord le choc, puis l'incrédulité, mais aussi une lueur, une reconnaissance, comme si une partie d'elle savait, comme si la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était aussi familière. Il ne savait pas s'il l'avait encore, mais il savait qu'il ne pouvait plus redevenir l'homme qui se cachait. La nuit avança. Tous deux, dans leur silence, pensaient à l'autre, et à tout ce qui pourrait encore naître de ces ruines. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec le soleil filtrant à travers les fentes du rideau, la robe toujours suspendue, les yeux gonflés. Mais il y avait une nouvelle clarté. Elle n'avait plus honte. Elle ressentait quelque chose de différent, une étrange sorte de paix. Parce que maintenant, enfin, tout était à découvert. Elle prit un manteau et sortit. Elle ne savait pas où il était, mais elle savait où le chercher. Elle descendit jusqu'à la salle de réception. Elle était vide, comme elle s'y attendait. Mais les portes du jardin étaient ouvertes. Elle suivit le bruit des vagues, et là se trouvait Mathieu, assis sur la terrasse en bois, regardant la mer, de dos. Elle ne parla pas. Elle s'approcha simplement. Il se tourna lentement, les yeux rouges, mais toujours fermes. Il n'y avait pas d'attente dans son regard, juste une présence, juste lui. Et elle resta là, debout, devant l'homme qui l'aimait et qui l'avait déçu. Rien ne fut dit. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il ne jouait aucun rôle. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un et avez-vous été pris par surprise par la vérité ? Avez-vous déjà senti votre cœur partagé entre la douleur de la déception et le souvenir de ce qui était réel? Si oui, commentez simplement « oui » ci-dessous. C'est tout. Juste pour que je sache que vous m'avez compris, que vous avez aussi été à cette place. Parfois, un simple « oui » porte tout ce que nous ne pouvons pas expliquer. Mathieu ne dit rien. Il fit juste un léger signe de tête quand Hélène s'approcha. Il n'y avait plus de masque entre eux. Il n'y avait pas non plus de réponse toute faite. Juste le bruit de la mer et un silence qui, pour la première fois, semblait sincère. Elle s'assit à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne le toucha pas. Elle ne sourit pas. Et cela, pour lui, était déjà bien plus que ce qu'il espérait. Ils passèrent des minutes sans parler. Puis, Hélène inspira profondément. « Je ne sais pas ce que nous sommes encore, » dit-elle, « mais je ne veux pas non plus décider quoi que ce soit au milieu du bruit des autres. » Mathieu acquiesça. Il sentit un nœud lui serrer la gorge. « Je comprends. Tu aurais pu mentir jusqu'au bout, » continua-t-elle. « Tu aurais pu m'épouser et me le dire seulement après, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ?» Il mit un moment à répondre. Il regarda la mer comme s'il y cherchait une réponse. « Parce que je t'ai vu arriver, et j'ai réalisé que si je ne disais pas la vérité à ce moment-là, j'épouserais quelqu'un qui méritait tout de moi, en ne recevant que les restes. Je ne l'ai pas supporté. » Hélène acquiesça, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Tu m'as humilié, dit-elle, pas seulement en le disant devant tout le monde, mais en m'excluant de ça avant. Je suis une adulte. J'aurais préféré le savoir quand on pouvait encore essayer ensemble, avant l'hôtel. Pas après. » Mathieu baissa la tête. « Je sais. Et il n'y a pas d'excuse pour ça. » Le silence revint. Mais maintenant, il était différent. Ce n'était plus le silence de la fuite, c'était celui de l'écoute. Hélène ferma les yeux un instant. Elle se souvint de la première fois où il était apparu dans son atelier avec un sac de plats à emporter, en disant « J'ai apporté à manger et du temps. Il y a de la place pour moi ici ?» Elle se souvint de son rire quand elle avait brûlé le riz, de la façon dont il lui serrait la main lors d'événements quand il sentait qu'elle était anxieuse. Il avait échoué, mais tout n'était pas un mensonge. La confiance était brisée, mais l'amour était toujours là, même si silencieux, blessé. « Je ne sais pas si on peut revenir à ce que nous étions, » dit-elle enfin. « Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de revenir en arrière. Peut-être qu'il s'agit de commencer d'une autre manière. » Il la regarda. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Ce n'était pas le pardon, pas encore. C'était un choix. Le choix de ne pas laisser l'erreur de quelqu'un effacer son propre courage de ressentir. « Et que veux-tu maintenant ?» demanda Mathieu prudemment.
Hélène resta silencieuse quelques secondes, puis elle répondit « Je veux m'éloigner de tout pendant un certain temps. De la presse, de mes parents, de tout ça. » Il acquiesça. « Je comprends. Tu veux que je disparaisse aussi ?» Elle le regarda. « Non, je veux qu'on disparaisse ensemble, mais sans promesse, sans étiquette, sans obligation. Juste du temps, pour respirer, pour voir si ce qui reste est encore suffisant pour construire quelque chose de nouveau. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas un redémarrage romantique, ce n'était pas une fin heureuse de cinéma, mais c'était la chance la plus réelle qu'il ait jamais eue. « J'accepte, » répondit-il. « Avec toi, même le néant ressemble à un endroit. » Elle sourit pour la première fois depuis l'hôtel. 2 jours plus tard, ils quittèrent l'hôtel par une porte de service. Aucun d'eux ne prévint la presse, ni les parents, ni les amis. Ils empruntèrent la voiture d'un ami de Mathieu, jetèrent 2 valises dans le coffre et prirent la route pour la Dordogne où une ancienne cliente d'Hélène leur avait offert son gîte. La maison était simple, rustique, sans Wi-Fi, sans réseau dans certains coins. Mais elle était silencieuse et pour eux deux, cela suffisait. Là, Mathieu commença à se réveiller sans sursaut, sans notification, sans dette qui frappait à la porte. Il commença à écrire dans un vieux carnet qu'il trouva dans la maison. Des idées, des souvenirs, des peurs. C'était sa façon de comprendre ce qu'il ressentait. Hélène, de son côté, se remit à la couture. Pas des robes de mariée, mais des pièces détachées, faites à la main. Elle redécouvrit le plaisir de créer sans délai, sans vitrine, sans défilé. Elle créait comme une façon de respirer. Ils discutaient le soir, à la lueur des bougies, sans scénario. Parfois, ils riaient, parfois, ils pleuraient. Parfois, ils restaient simplement en silence, à regarder les étoiles qui semblaient plus visibles là-bas. Il n'y eut pas d'excuses avec des discours tout faits. Il y eut de la présence. Mathieu raconta tout ce qu'il n'avait pas raconté avant. Chaque mensonge, chaque désespoir, chaque échec. Hélène écouta. Elle l'interrompit rarement. Et à la fin, elle dit simplement « Merci de ne plus te cacher de moi ». Peu à peu, entre les coutures et les croquis, les longues marches et les cafés amers, quelque chose commença à naître. Ce n'était pas ce qu'ils avaient avant, c'était autre chose. Quelque chose de plus brut, de plus imparfait, de plus vrai. Et bien qu'aucun d'eux ne sût comment l'appeler, ils savaient que c'était à eux. Et pour l'instant, cela suffisait. Les premiers jours, tout semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté, permettant à Mathieu et Hélène de respirer après une longue noyade. Le gîte où ils se trouvaient était petit, en bois, avec de vieilles fenêtres et des meubles dépareillés. Mais il y avait une terrasse donnant sur la campagne et le son constant des oiseaux, un luxe dont aucun d'eux ne savait avoir besoin. Là, la reconstruction commença. Pas celle des entreprises, ni des images publiques, mais la leur. Mathieu se réveillait tôt mais sans se presser. Il faisait la vaisselle du dîner précédent, préparait le café, lisait en silence. Parfois, il écrivait dans un carnet des fragments de pensée, des souvenirs d'enfance, des phrases qui commençaient par « Si seulement j'avais dit avant ». Hélène passait des heures assise par terre, modelant des tissus en des formes qui n'avaient pas de fonction immédiate. C'était comme coudre sans destination. Et cela la libérait, mais la transformation ne fut pas constante, ni facile. La 2e semaine, la réalité frappa à la porte. Littéralement. Le gardien du gîte remit une pile de lettres, des relances bancaires, des convocations, un avis de saisie. Mathieu passa le reste de l'après-midi silencieux, à fixer les papiers. Hélène ne demanda rien, mais sentit le poids revenir sur son corps. Ce soir-là, ils se disputèrent pour la première fois. Elle voulait savoir pourquoi il n'avait toujours demandé d'aide à personne. Tu parles de repartir à zéro, mais tu ne parles à personne qui puisse vraiment te soutenir. Mathieu explosa. Parce que j'ai honte, Hélène. J'ai fait la une des magazines. J'ai fait des conférences devant des ministres. Et maintenant, je dois frapper à la porte de gens qui me voyaient comme un modèle et demander de l'aide? Hélène ne répondit pas immédiatement. Elle dit simplement « Alors tu veux reconstruire, mais tu essaies encore de garder intact l'orgueil qui t'a fait tomber. » Ce fut comme une gifle sans main.
Il sortit marcher. Il resta dehors des heures. Et quand il revint, il était trempé par le crachin et plus silencieux que jamais. Mais cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans le même lit, dos à dos, mais toujours ensemble. Le lendemain, Mathieu prit le téléphone et appela un ancien investisseur, l'un de ceux qui ne l'avaient pas complètement abandonné. Il ne demanda pas d'argent, il demanda des conseils. Il écouta plus qu'il ne parla. Et quand il raccrocha, il ressentit quelque chose d'inédit, de l'humilité, sans humiliation. Hélène, de son côté, redécouvrait des facettes d'elle-même qu'elle ne savait même pas avoir perdues. Elle se remit à écrire des lettres à elle-même comme elle le faisait à 15 ans. Elle commença à dessiner des robes qui n'avaient rien à voir avec les tendances, mais avec des sentiments. Un de ces après-midi, elle envoya un email à une rédactrice de mode indépendante, joignant 3 illustrations non signées. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais elle en reçut une 2 jours plus tard, l'invitant à en envoyer d'autres. Elle pleura, seule, dans la salle de bain. Pas parce que c'était un succès, mais parce que c'était le sien. Quelque chose naissait là qui ne dépendait pas d'un mariage, d'un nom de famille, d'un décor. C'était son art, brut et sans vernis. La vie dans le gîte continua à ce rythme instable. Des bons jours, des mauvais jours. Parfois, il riait en prenant un café sur la terrasse. Parfois, il se taisait pendant des heures, assis côte à côte, mais il y avait un pacte silencieux entre eux. Plus personne ne ferait semblant. Un matin, Hélène proposa quelque chose. « Vendons ce qui reste de l'appartement et essayons d'ouvrir un petit atelier. Tu peux le gérer. Je crée. » Mathieu rit, sans ironie. « Tu me fais encore confiance avec des tableurs ? » ?»« Non. Mais je te fais confiance avec les cafés, la lumière du soleil et la patience. Le reste, on le réapprendra. » Il accepta. Non avec enthousiasme, mais avec soulagement. Le mois suivant, ils retournèrent discrètement à Lyon. La ville semblait autre, ou peut-être était-il trop différent pour la reconnaître. Mathieu visita l'appartement une dernière fois, signa les papiers de la vente et partit sans se retourner. Ils louèrent un petit local dans le Vieux-Lyon. Une pièce avec 2 fenêtres, des murs écaillés et un plancher en bois tordu. Mathieu ponça les fenêtres, peignit les murs. Hélène accrocha des tissus aux étagères et laissa sécher des fleurs dans un vase en verre. Ils n'ouvrirent pas avec une fête, ni avec un post sur Instagram. Ils ouvrirent avec une petite plaque sur la porte. Atelier Horizon, doucement mais sûrement. Ils n'avaient pas de fil de clients. Mais ils avaient des jours où une femme entrait, s'asseyait et disait « Je voulais juste te parler d'une robe que j'ai rêvée. » Et cela suffisait déjà. Mathieu imprimait des prospectus, les distribuait sur les marchés, aidait avec les commandes. Parfois il faisait les comptes, parfois il brûlait le riz. Mais il revenait toujours, la regardait toujours dans les yeux. Il n'avait toujours pas reparlé de mariage. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient, enfin, en train de construire quelque chose. Pas sur les décombres, mais sur ce qui y avait survécu. C'était un mardi ordinaire quand Mathieu reçut l'email. L'expéditeur était de l'université avec une invitation simple. « Nous aimerions vous avoir comme conférencier lors de notre semaine de l'innovation et des nouveaux départs. Nous connaissons votre histoire. C'est précisément pour cela que nous voulons vous entendre. » Mathieu lut l'email 3 fois avant de le fermer. Il sentit son estomac se nouer. Près d'1 an s'était écoulé depuis l'effondrement. Et depuis lors, il avait disparu des gros titres, suffisamment pour que l'oubli commence à prendre forme. Mais maintenant, le passé frappait à la porte, et il voulait un micro. Le soir, il en parla à Hélène, s'attendant déjà à une résistance. Mais elle ne dit ni oui ni non. Elle le regarda simplement dans les yeux et demanda « Tu as peur ?» Il hésita. « Oui, très. Alors c'est peut-être le moment d'y aller. » Mathieu inspira profondément. Il pensa à refuser, à se protéger. Mais il y avait quelque chose de plus fort, une nouvelle impulsion, non pas pour retrouver du prestige, mais pour parler sans masque. Pour la première fois, peut-être sans chercher l'admiration, juste en étant. Le jour de la conférence, l'amphithéâtre était plein, majoritairement de jeunes étudiants, quelques professeurs.
un ou deux journalistes qui se souvenaient encore du scandale. Il portait une chemise simple, une barbe de quelques jours, des carnets de notes à la main. Sur la scène, le modérateur fit une brève introduction. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un qui, avant d'être un exemple de réussite, est devenu le portrait d'une chute, mais qui a choisi de continuer à avancer. Mathieu monta lentement les marches. Quand il prit le micro pendant une seconde, tout lui parut familier. Le trac, les applaudissements timides, la lumière des projecteurs. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une sorte de calme qu'il n'avait jamais ressenti. Il n'avait plus besoin de convaincre personne, juste de dire la vérité. « Bonsoir, je m'appelle Mathieu. » Et j'ai tout perdu. Silence. Mais avant cela, j'ai perdu quelque chose d'encore plus précieux, le courage de demander de l'aide. Le public était attentif. Il poursuivit. Pendant des années, j'ai bâti une entreprise qui a grandi trop vite. Nous avons gagné des prix, des titres, des contrats. Et avec cela, ma vanité a grandi aussi. Ma peur d'échouer. Je disais que je dirigeais avec une mission, mais au fond, je voulais juste ne pas être invisible. Il raconta comment il avait caché la crise, comment il était arrivé à l'hôtel avec la peur, comment il avait choisi la vérité quand le monde attendait un spectacle, et comment, même après la chute, il avait encore dû apprendre à gérer l'orgueil qui résistait. Il parla de repartir à zéro dans un gîte, de nuit blanche, de distribuer des prospectus et de brûler le riz. Aujourd'hui, je gère un petit atelier avec ma compagne. Nous n'avons pas de grands profits, mais nous avons du temps. Et par-dessus tout, nous avons la vérité. Mais pour la première fois depuis l'effondrement, Mathieu entendit des applaudissements, pas les mêmes qu'avant, pas en volume, mais en signification. Après la conférence, il fut entouré d'étudiants. L'un d'eux dit « Merci de ne pas être venu ici avec une formule magique, juste avec votre histoire. » Un autre demanda « Avez-vous encore honte ?» Mathieu répondit « Oui, mais maintenant, elle ne m'empêche plus d'être présent. » Quand il quitta l'amphithéâtre, à la tombée de la nuit, Hélène l'attendait dehors, assise sur un banc, buvant un café dans un gobelet en carton. Il sourit. « Tu es venu. »« Bien sûr. Je pensais que tu allais t'enfuir au milieu. » « J'y ai pensé. Mais je me suis dit que fuir à nouveau serait plus fatigant. » Elle lui tapota légèrement l'épaule. « Tu as été bon. Et tu ne m'as pas appelé ma fiancée une seule fois. C'est déjà un progrès. » Il rit. Ils rentrèrent à pied. L'atelier était à 10 pâtés de maison de là. En chemin, ils passèrent devant un kiosque à journaux. Sur l'étagère, la couverture d'un vieux magazine était toujours là. Délavé. Mathieu Moreau, le visionnaire de l'éducation. Il s'arrêta, regarda pendant quelques secondes, et puis dit presque dans un murmure « Je croyais que c'était ça, que j'étais. » Hélène lui prit la main. « Tu ne l'étais pas, et tu ne l'es pas. » La semaine suivante, la conférence devint virale parmi de petits groupes de jeunes entrepreneurs. Elle ne devint pas un sujet tendance. Elle ne fit pas la une des journaux. Mais elle devint quelque chose d'encore plus important. Une source d'identification. Mathieu reçut des dizaines de messages, des histoires d'échecs silencieux, de pères de famille, de femmes qui avaient tout abandonné, de jeunes qui avaient honte de demander de l'aide. Et il répondit, un par un. Il commença à publier de courtes vidéos sur la reconstruction émotionnelle, pas avec des conseils, mais avec son vécu. Il parlait de la peur d'échouer, de la honte, du deuil de ce qui ne revient pas. Chaque vidéo commençait par la même phrase. « Je m'appelle Mathieu et je continue d'essayer. » La chaîne n'explosa pas, mais elle grandit, lentement, avec des commentaires longs, profonds, réels. Un jour, un homme plus âgé se présenta à l'atelier. Il portait un costume cher, une montre en or. Mais ses yeux étaient fatigués. « Vous ne me connaissez pas, Mathieu. Mais j'ai connu votre père. Nous avons travaillé ensemble avant qu'il ne disparaisse. Je voulais juste vous dire que vous avez fait ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Vous êtes revenu. » Mathieu ne sut quoi répondre. Après ce jour, il écrivit la lettre qu'il avait évitée pendant des années. Pour son père, pas pour l'envoyer, mais pour lui. Une lettre de pardon, non pas à son père, mais à lui-même, pour avoir porté si longtemps l'obligation d'être ce qu'il n'était pas. À la fin de la lettre, il écrivit « Aujourd'hui,
Je ne suis plus l'homme que tout le monde attendait. Je suis l'homme qui a survécu à lui-même et qui aime encore, même après la chute. » Quand il donna la lettre à lire à Hélène, elle pleura. Et ce soir-là, pour la première fois depuis le non-mariage, ils trinquèrent. Non pas à une nouvelle phase, mais à une fin nécessaire. La fin du mensonge, la fin du Mathieu d'avant, et le début d'un homme réel. La répercussion de la conférence fut lente, mais constante. Tandis que les portails d'information ignoraient l'histoire, de petits groupes commencèrent à partager des extraits du discours de Mathieu sur des pages consacrées à la santé mentale, à l'entrepreneuriat et à la réinvention. Ce qu'il dit sur scène résonna plus que n'importe quelle histoire de succès précédente, parce que, pour la première fois, il s'agissait de l'échec, sans maquillage, sans musique épique, sans promesse de retour en force. Au début, Mathieu pensait que l'intérêt ne durerait que quelques jours. Mais les messages continuaient d'arriver. Certains étaient simples, « Merci d'avoir eu le courage ». D'autres étaient des confessions brutes. « J'ai échoué et je me suis caché pendant des années. Vous m'avez aidé à respirer à nouveau. » Il lisait tout et répondait à presque tout. Cela prenait du temps, mais c'était comme recoudre, point par point, ses propres morceaux. Un jour, il reçut un appel inattendu. C'était Camille Fournier, une journaliste d'un grand magazine économique qui, des mois plus tôt, avait publié le titre cruel « L'ascension et la chute d'un imposteur ». « Bonjour Mathieu, je voudrais entendre votre version maintenant. » Il pensa à raccrocher. Mais non, il n'était plus l'homme qui évitait la confrontation. « Vous pouvez venir à l'atelier, mais sans caméra, sans production, juste une conversation. » Elle vint. Elle trouva Mathieu servant du café sur une table en bois ébréchée, avec des vêtements simples et des yeux tranquilles. Ils passèrent 2 heures à discuter. Il n'essaya pas de se justifier. Il raconta simplement. 2 semaines plus tard, l'article parut. Cette fois, avec un autre titre, il a tout perdu et a choisi de continuer. Il n'y eut pas d'explosion. Mais le changement fut visible. De nouveaux clients commencèrent à apparaître à l'atelier. Des gens ordinaires, attirés non pas par la marque, mais par la vérité. Un homme qui avait été client des Dumain se présenta, timide. « Je vous ai insulté sur les réseaux. Vous vous souvenez? J'ai été dur. Mais maintenant, je voudrais un costume simple, un costume de nouveau départ. » Mathieu sourit. « Faisons-le ensemble. » Hélène observait tout de loin. Elle n'avait pas besoin d'intervenir. Elle savait que la véritable réparation ne viendrait pas des gros titres, mais de la manière dont il rentrait à la maison chaque jour, moins tendu, plus présent, avec de nouvelles histoires, avec de l'humanité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les parents d'Hélène restaient silencieux. Aucun contact, aucun message, jusqu'à ce que, par un après-midi pluvieux, l'interphone de l'atelier sonne. C'était Isabelle, sa mère. Hélène hésita. Elle pensa à ne pas répondre, mais elle répondit. Sa mère entra avec un parapluie trempé et des yeux inquiets. Elle regarda l'espace, les tissus suspendus, les dessins au mur, la douce lumière qui entrait par les hautes fenêtres. « Tu as l'air d'aller bien ?» dit-elle, presque comme pour s'excuser. « J'essaie » répondit Hélène. Isabelle se promena dans l'espace comme si elle marchait sur des souvenirs. Elle s'arrêta devant une pièce exposée, une robe courte, simple, faite de chutes de tissu, avec une phrase brodée sur l'épaule. « L'amour n'exige pas de public. »« C'est lui qui l'a brodé ?» demanda-t-elle. Hélène sourit. « Il a cousu les lettres. J'ai dessiné la phrase. » Isabelle acquiesça. Soupira. « Ton père est toujours réticent. Mais il regarde ses vidéos. Il ne le dit simplement pas à voix haute. Je n'ai pas besoin de son approbation, maman. J'avais juste besoin que vous sachiez que je vais bien. » Isabelle tint la main de sa fille pendant quelques secondes. Puis, elle dit simplement « Il viendra, mais à sa manière, rigide, en retard, mais il viendra. » Et elle partit. Quelques jours plus tard, une enveloppe fut livrée à l'atelier. Sans expéditeur. À l'intérieur, une vieille photo d'Hélène encore enfant, jouant dans le jardin de la maison de ses parents. Derrière la photo, un court billet. « Tu es toujours ma fille, même quand tu choisis différemment.
Mathieu ne demanda rien. Il la serra simplement dans ses bras quand elle la lui montra. Et, le soir, il lui cuisina son plat préféré. Silencieusement, comme il le faisait toujours lorsque le monde extérieur donnait des signes de changement. Mais tout ne fut pas réconciliation. Certains cercles sociaux dont il faisait partie auparavant, les dîners, les événements caritatifs, les partenaires commerciaux, disparurent tout simplement. Les invitations cessèrent d'arriver. Certaines connaissances traversèrent la rue quand il les voyait. Mathieu, au début, ressentit un malaise, mais il comprit bientôt l'exclusion était la libération. Il n'appartenait plus à ce théâtre. Un samedi après-midi, alors qu'ils peignaient ensemble les murs du petit bureau au fond de l'atelier, Hélène posa une question inattendue. « Rêves-tu encore de ravoir ton entreprise ?» Mathieu laissa tomber son pinceau. Il réfléchit. « Pas cette entreprise-là, mais peut-être une autre, une qui ne me consume pas, une qui ne me transforme pas en personnage. Et si tu n'y arrives pas ?» demanda-t-elle sans ironie. « Alors ce n'est pas grave. J'ai déjà obtenu ce qui compte. » Elle sourit. Et à ce moment-là, elle comprit qu'il n'essayait plus de prouver quoi que ce soit, ni à elle, ni au monde. Il voulait juste vivre, entièrement. Le mois suivant, la chaîne de Mathieu fut invitée à intégrer une plateforme de podcast sur la santé émotionnelle. L'une des vidéos qu'il avait postées, où il parlait de la peur d'échouer devant ceux qu'on aime, devint virale parmi les thérapeutes et les éducateurs. La répercussion généra des invitations à parler dans des écoles, des ONG, des groupes de soutien. Mais le moment le plus marquant eut lieu lors d'un petit événement, dans une bibliothèque de quartier, où une jeune femme se leva à la fin de la conférence et dit « J'étais sur le point de tout abandonner. Et je vous ai entendu dire qu'échouer à voix haute vaut mieux que de mourir en silence. Cela m'a retenu. » Mathieu descendit de la scène et la serra dans ses bras. Il ne dit rien, parce que là, il comprit. Il ne s'agissait pas de recommencer pour réussir. Il s'agissait de recommencer pour continuer d'être. C'était son rôle maintenant. Pas en tant qu'idole, mais en tant que présence. Et pour Hélène, assister à cela, c'était comme voir une récolte silencieuse. Des graines plantées dans la douleur, s'épanouissant dans la vulnérabilité. Il vivait toujours dans un appartement modeste. L'atelier était toujours petit. Mais le monde, peu à peu, réagissait non pas avec des applaudissements, mais avec du respect. Et cela, c'était tout. Pendant longtemps, Mathieu a cru que le succès était synonyme de contrôle, qu'aimer signifiait garantir la stabilité et qu'être digne de quelqu'un signifiait ne jamais échouer. Il a grandi en entendant que celui qui perd devient un sujet de honte et que celui qui ressent trop devient un poids. Alors, il a appris à se taire, à se cacher, à se vêtir de victoire, même quand tout à l'intérieur était en ruine. Mais l'effondrement n'est pas venu pour le punir, il est venu pour le révéler. Et ce qui est resté, après que tout s'est écroulé, c'est ce qui comptait vraiment. La vérité, même imparfaite. L'amour, même blessé. La présence, même en silence. Mathieu a découvert que la honte n'a de force que lorsque l'on croit que l'erreur nous rend indignes, et que demander de l'aide, loin d'être une faiblesse, est la forme la plus courageuse de dire « je veux encore continuer ». La chute n'a pas été la fin. C'est le point où il a finalement arrêté de se fuir lui-même. Et Hélène, de son côté, a compris que faire confiance ne signifie pas ne jamais être déçu. C'est parfois avoir le cœur brisé, et choisir quand même de ne pas s'endurcir. Elle a grandi entourée d'attentes, de moules, sur la façon dont une femme doit se comporter, aimer, choisir. Pendant longtemps, elle a cru que l'amour était ce qui tenait dans le scénario. Mais là, face à l'homme qui a osé échouer devant elle, elle a réalisé que l'amour réel est ce qui survit à l'absence de scénario. Leur mariage n'a pas eu lieu devant des centaines d'invités, mais quelque chose de bien plus grand s'est construit à l'ombre de cet autel. Une vie sans public. Aujourd'hui, ils savent que l'intimité la plus forte ne se trouve pas dans les promesses faites sous les projecteurs, mais dans les choix quotidiens faits quand personne ne regarde. Mathieu n'est pas redevenu l'homme d'affaires d'avant. Il n'en a pas envie.
Hélène n'est pas devenue la styliste des couvertures. Elle n'en a pas besoin non plus. Ils ne se définissent plus par des chiffres, des titres ou des objectifs, mais par le simple acte de rester, même quand le monde entier s'en va. Leur plus grande leçon ne porte pas sur la résilience. Elle porte sur le courage d'échouer, le courage de raconter, le courage de recommencer, même avec la peur, parce que parfois, l'amour n'est pas dans le « ils vécurent heureux pour toujours ». Il est dans le « je suis toujours là, même maintenant ». Et cela, c'est tout. 2 ans plus tard, plus personne ne parlait du scandale. Les gros titres avaient changé de visage. De nouvelles promesses étaient apparues. De nouveaux échecs étaient survenus. Et le nom de Mathieu Moreau était gardé au fond de quelques recherches oubliées sur Internet. Mais cela ne lui manquait pas. Mathieu et Hélène vivaient maintenant dans une maison de plain-pied, avec de grandes fenêtres et un jardin à l'arrière. Rien de sophistiqué. Mais elle contenait tout ce qu'ils avaient appris à apprécier. La lumière, le silence et la possibilité de recommencer chaque jour sans avoir besoin d'impressionner personne. L'atelier Horizon a grandi lentement. Hélène a commencé à former un petit réseau de couturières indépendantes, des femmes qui, comme elle, cherchaient à vivre de leur propre art avec dignité. Ensemble, elles ont créé des collections qui ne suivaient pas les tendances. Elle suivait des histoires. Chaque robe était accompagnée d'une petite lettre manuscrite, faite avec du temps, par quelqu'un qui est aussi en train de se reconstruire. Mathieu est devenu le gérant de l'atelier, mais d'une manière différente. Il a troqué les tableurs contre des conversations, les profits contre la raison d'être. De temps en temps, il donnait encore des conférences, mais maintenant c'était lui qui refusait les invitations à des événements qui exigeaient du glamour et de la performance. Il n'acceptait que là où l'écoute était sincère. Sa chaîne a grandi de manière organique, sans explosion, sans viralité forcée, mais avec des abonnés fidèles qui suivaient ses vidéos hebdomadaires sur les nouveaux départs, les échecs et les choix difficiles. L'une des rubriques les plus regardées s'appelait « Ce que j'ai appris en me trompant ». Simple, direct, humain. Un jour, Hélène reçut un appel d'une maison d'édition. Il voulait transformer les lettres de l'atelier en un livre. Elle hésita, puis elle sourit. Elle accepta. Le livre s'intitula « Les choses qui restent » et fut lancé dans une librairie de quartier. La file pour les dédicaces était petite. Mais chaque personne qui se présenta ce jour-là avait quelque chose en commun. Toutes avaient été touchées par la vérité, pas par le spectacle. Et les parents d'Hélène? Robert et Isabelle n'ont jamais présenté d'excuses ouvertement, mais ils ont commencé à visiter la maison, petit à petit, apportant du café, des plantes, du silence et finalement de la fierté. Le père n'a jamais plus appelé Mathieu « mon gendre », mais il s'est mis à poser des questions sur les finances de l'atelier, ce qui pour lui était un geste immense. Isabelle, de son côté, est devenue une cliente fidèle des couturières et a même appris à faire de petites retouches elle-même. Leur vie n'est pas devenue un conte de fées. Il y avait encore des factures, des mauvais jours, des différends, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, la paix. Mathieu et Hélène ne se sont pas mariés officiellement. Du moins, pas de manière traditionnelle. Mais dans cette maison, à chaque repas partagé, dans chaque silence confortable, dans chaque vêtement étendu sur le fil, l'amour était entier. Et cela suffisait. Si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, laissez un like. C'est notre façon de savoir qu'il vaut la peine de continuer à raconter des histoires qui touchent vraiment. Maintenant, dites-moi, de quelle ville me regardez-vous? Je lis chaque commentaire avec attention et je réponds dès que je le peux, parce que vous faites partie de cela avec moi. Et si vous croyez au pouvoir des histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer, et votre présence ici est ce qui nous donne la force de continuer. Et ne partez pas maintenant. Choisissez l'une des histoires que j'ai laissées à l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.